Bonjour à toutes et à tous, je suis Ouanja Cyprien Noël, professeur des lycées d'enseignement général. Je vous présente aujourd'hui le cours Harmonie nationale de physique concernant le baccalauréat D de la session 2016. Allons tout de suite à l'exercice numéro 1. Et cet exercice-là avait au préalable deux parties, à savoir la partie 1 et la partie 2. La partie 1 concerne le champ de gravitation. Et l'exercice s'énonce de la façon suivante. On supposera que toute la masse de la Terre est concentrée en son rayon O et on notera son rayon RT. Première question. Représentez la Terre ainsi que le vecteur champ de gravitation GZ qu'elle crée en un point M situé à une altitude Z. Deuxième question. Donnez les expressions littérales de GZ et G0 qui représentent respectivement les modules des vecteurs champ de gravitation à l'altitude Z et à la surface de la Terre respectivement, puis établir la relation qui lie ces deux grandeurs. La troisième question, montrez que pour des faibles altitudes Z largement inférieures à RT, on peut écrire GZ égale à G0, facteur de 1 moins 2Z sur RT, en se rappelant que si epsilon est inférieur ou largement inférieur à 1, nous pouvons faire l'approximation 1 plus epsilon à la puissance n est sensiblement égal à 1 plus n epsilon. Réponse à la première question, à savoir de représenter la Terre ainsi que le vecteur champ de gravitation. Donc, nous avons ici notre Terre qui est ronde, ayant pour centre le point O. Le vecteur champ de gravitation est centripète, c'est-à-dire qu'il est pointé vers le centre, il est dirigé vers le centre de la Terre. Pour la réponse à la deuxième question, à savoir les expressions de GZ et G0, d'après le résultat du cours, nous pouvons simplement écrire GZ égale à G de MT, G fois MT, divisé par RT plus Z de T au carré, et G0 égale à G de MT, le tout divisé par RT au carré. Or, en prenant l'expression de G de MT dans l'expression de G0, nous pouvons dire que G de MT égale à G0 fois RT au carré. Nous prenons cette expression-ci, nous la tirons, ça fait G de 0 fois RT au carré. Et en remplaçant G de MT par sa valeur dans l'expression de G de Z, ici, nous trouvons donc G de Z égale à G0 multiplié par RT au carré, le tout divisé par RT plus Z, le tout au carré. Montrons donc que pour les faibles altitudes, GZ égale à G0 facteur de 1 moins 2Z sur RT. En utilisant l'approximation demandée et en identifiant clairement epsilon qui vaut Z sur RT, qui est trop petit, largement inférieur par rapport à 1, nous pouvons donc écrire que 1 plus Z sur RT à la puissance moins 2 et ça nous égale à 1 moins 2Z sur RT. Or, sachant que G de Z égale à G0 facteur de 1 plus Z sur RT à la puissance moins 2 et en remplaçant 1 plus Z sur RT à la puissance moins 2 par 1 moins 2Z sur RT, nous trouvons l'expression demandée, à savoir G de Z égale à G0 facteur de 1 moins 2Z sur RT. Passons tout de suite à la partie numéro 2 concernant la goutte d'huile électrisée. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Une gouttelette d'huile de masse M de charge Q égale à moins 2 fois 10 à moins 6 coulombs est maintenue en équilibre entre les plaques A plus et B moins parallèles et horizontales d'un condensateur plan. La première question est la suivante. Faire un schéma de la situation et représenter toutes les forces appliquées à la goutte. La deuxième question est la suivante. Établir l'expression donnant la masse de la goutte, puis faire une application numérique en prenant distance entre les plaques 20 cm, différent des potentiels 5000 volts, et intercepter de la pesanteur G mètres par seconde carré. Réponse à la première question. Le schéma de la situation est la suivante. Est le suivant, autant pour moi. Nous avons donc deux plaques, entre lesquelles nous avons placé par exemple une goutte d'huile électrisée. Par rapport à la charge de la goutte d'huile, nous allons dire que la plaque positive devrait normalement attirer la goutte d'huile. Voilà pourquoi la plaque du dessus est la plaque A. Et la plaque de dessous est la plaque B, elle chargée négativement. Les forces appliquées à la goutte d'huile sont, sachant qu'elle est en équilibre, son poids P et la force électrique F. Maintenant, à la question numéro 2, trouvons la masse de la goutte. En utilisant cette condition d'équilibre, à savoir P plus F égale vecteur nul, nous pouvons donc tirer que F égale à P. En remplaçant F par QE, par son expression ici, et en remplaçant E par sa valeur, à savoir U sur D, et sachant que P égale à MG, en écrivant que F égale à P, nous trouvons donc que M égale à QU divisé par
G fois D. Application numérique, la masse de la goutte nous donnera 5 fois 10 puissance moins 3 kg. Passons maintenant à l'exercice numéro 2 concernant les systèmes oscillants. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Lors d'une séance de travaux pratiques sur le pendule simple, un groupe d'élèves a représenté les variations de l'élongation angulaire en fonction du temps sur la figure 1 du document à remettre avec la copie. Première question, l'oscillateur étudié est-il harmonique? Justifiez la réponse. Deuxième question, à l'aide du graphe, déterminez la période où la pseudo-période T0 du pendule, puis en déduit sa longueur. On admettra que la pseudo-période d'un pendule simple amorti a la même expression que la période propre d'un pendule simple non amorti de même longueur. Deuxième question, écris l'équation horaire du mouvement du pendule en prenant en compte les oscillations initiales. Et troisième question, exprimer la vitesse angulaire du pendule puis calculer sa valeur initiale, θ.max. Et la dernière question, en appliquant la deuxième loi de Newton sur le mouvement, établir l'équation différentielle du mouvement du pendule pour les faibles amplitudes. Et la figure donnée en annexe est la suivante. Très bien. Pour la première question, la réponse est très simple. L'oscillateur étudié n'est pas amorti, car la courbe est une sinusoïde d'amplitude constante. Quant à la deuxième question qui nous demandait de déterminer la période du pendule, nous allons simplement faire une exploitation du graphe et nous trouvons par simple lecture T0 égale à 1,33 secondes. Nous pouvons aussi dire que pour les élèves ayant choisi une période comprise entre 1,30 et 1,34, ils étaient bonifiés de la totalité des points. Maintenant, trouvons la longueur du pendule. Sachant que la période de T0 égale à 2pi racine de L sur G, en élevant au carré, nous tirons que L égale à G0 T0 carré divisé par 4pi carré. Avec l'application numérique, nous trouvons L égale à 0,45 mètres. Maintenant, par rapport à l'équation horaire du mouvement, elle est de la forme θ de T égale à θm cosinus oméga 0 T plus phi. Nous pouvons aussi considérer l'expression en sinus et avec θm égale à 9 degrés donné par le graphe, oméga 0 égale à 2pi sur T0, et d'après les conditions initiales, à savoir T égale à 0, θ égale à θm, nous trouvons que la phase initiale vaut 0. Et finalement, θ de T égale à 9 cosinus 4,72 T en degrés, ou θ de T égale à pi sur 20 cosinus 4,72 T en radian. Maintenant, pour la réponse à la troisième question concernant la vitesse angulaire, nous allons simplement dire que la vitesse angulaire s'obtient en dérivant par rapport au temps l'expression de θt. En la dérivant, nous trouvons que θ point égale à moins θm oméga 0 sinus oméga 0 plus phi. Or, l'amplitude de θ point n'est rien d'autre que la vitesse angulaire maximale, à savoir valable absolue de moins θm oméga 0. En remplaçant oméga 0 par 2 puis T0, nous trouvons que θ point max égale à 0,74 radians par seconde. Maintenant, établissons l'équation différentielle. Voici d'abord notre situation, à savoir un pendule qui est soumis à deux forces, à savoir le poids et la tension. Nous utilisons ici la base des freinettes. Les forces appliquées au système sont le poids, P, et la tension T. D'après la deuxième loi de Newton, nous avons P plus T égale à MA. Par projection sur l'axe tangentiel du repère de freinettes, on a moins G sinus θ égale à M dV sur dt, avec V égale à L de θ point. Et en remplaçant V par son expression dans dV sur dt, sachant que L est constante, nous trouvons que θ 2 points, que nous trouvons l'équation suivante, θ 2 points plus G sur L sinus θ égale à 0. Pour les faibles oscillations, sinus θ sans égale à θ, et finalement nous trouvons que θ 2 points plus G sur L θ égale à 0 comme équation différentielle. Passons maintenant à l'exercice 3 concernant les phénomènes ondulatoires, puisque la partie A concerne la propagation à la surface libre de l'eau d'une cuve à onde. L'énoncé de l'exercice est le suivant. La pointe d'une lame vibrant de fréquence N égale à 24 Hz trempe légèrement en un point dans l'eau au repos d'une cuve à onde de grande dimension. La célérité des ondes dans les conditions de l'expérimentation est V égale à 30 cm par seconde. On admet que les ondes se propagent sans atténuation à la surface de l'eau de la cuve. Première question, définir la longueur d'onde, puis calculer, autant pour moi, la valeur numérique de celle des ondes qui se propagent à la surface libre de l'eau de la cuve à onde. La deuxième question, comparer le mouvement de O à celui d'un point M à la distance d'égale à 7,5 cm de O. Et enfin la dernière question, calculer la distance entre la deuxième et la septième ride. Très bien. Par rapport au cours, si on veut répondre à la première question, la longueur d'onde, pour ceux qui ont bien lu le cours, la longueur d'onde
est la distance parcourue par une onde pendant une période. Sachant que lambda égale à Vt et que t égale à V sur n, nous trouvons que lambda égale à 1,25 fois 10 puissance moins 2 mètres. Pour comparer nos mouvements, divisons simplement d par la longueur d'onde, nous trouvons que le rapport nous donne 6. Donc d égale à k lambda, avec k égale à 6. Les points O et M vibrent donc en phase. La distance entre la deuxième et la septième ride. Entre la deuxième et la septième ride, nous comptons 5 longueurs d'onde, ce qui veut dire que la distance grand D égale à 5 lambda. D égale à 6,25 cm. Passons maintenant à l'exercice 3 concernant l'effet photoélectrique. La première question de l'exercice était de définir l'effet photoélectrique. Concernant une question, on éclaire la surface de la cathode d'une cellule photoélectrique dont le métal a une longueur d'onde seuil lambda 0 égale à 650 nanomètres par une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda. Première question de 1. Que se passe-t-il si la longueur d'onde lambda 0 est inférieure à lambda? Et en petit b, que se passe si lambda 0 est supérieur à lambda? En 2, dans le cas où lambda égale à 500 nanomètres, calculer la vitesse maximale de sortie de la cathode des électrons émis. Et passons tout de suite au corrigé. La constante de Planck c'est 6,63 fois 10 puissance 34 joules par seconde. La certaine lumière 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. La masse de l'électron 9,11 fois 10 puissance 31 kg. L'effet photoélectrique. Définition. L'effet photoélectrique est le phénomène d'extraction d'électrons d'un métal éclairé par un rayonnement convenable. Pour la question du 1, qu'est-ce que nous observons? Si lambda 0 est inférieur à lambda, nous n'aurons pas d'effet photoélectrique. Et pour la question petit b, si lambda 0 est supérieur à lambda, il y a effet photoélectrique. Concernant la vitesse maximale de sortie, sachant en utilisant l'équation d'Einstein pour l'effet photoélectrique, nous trouvons que EC max égale à HC facteur de 1 sur lambda moins 1 sur lambda 0. Sachant que EC max égale à 1 demi de MV max au carré, nous pouvons donc tirer V max à savoir V max égale à racine de 2HC sur M facteur de 1 sur lambda moins 1 sur lambda 0. Nous trouvons donc que comme énergie cinétique la valeur 4,49 à 10 puissance mètres par seconde. Passons maintenant à l'exploitation des résultats d'une expérience de physique concernant l'exercice 4. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Sur un rail à coussin d'air disposé horizontalement, un chariot de masse M égale à 785 grammes est entraîné par l'intermédiaire d'une ficelle et d'une poulie par une petite masse M suspendue verticalement et dont on ne connaît pas la valeur. Le tableau de la figure 2 de l'annexe à remettre avec la copie rassemble les résultats obtenus pour des positions du centre d'inertie du chariot au cours d'intervalles de temps successifs égaux de valeur taux égale à 20 mètres par seconde. La première question est la suivante. Complétez ce tableau en calculant la valeur de la vitesse du centre d'inertie du chariot. On rappelle que pour le point GI, la vitesse a pour valeur VI égale à XI plus 1 moins XI moins 1 sur D taux. C'est-à-dire que la vitesse s'obtient en utilisant les différences centrées. Très bien. La question numéro 2, c'est de construire sur la figure 3 à remettre avec la copie le graphe VD égale à F de T. On prendra pour échelle 1 cm pour 20 millisecondes et 1 cm pour 0,5 m par seconde. Et la troisième question, à l'aide du graphe obtenu, déterminer la valeur de la vitesse initiale V0 ainsi que celle de l'accélération à du moment du centre d'inertie du mobile. Et enfin, la quatrième question, en appliquant le théorème du centre d'inertie au chariot et à la masse d'entraînement, déterminer la valeur de la masse d'entraînement du chariot. On admettra que la ficelle et la poulie du système d'entraînement ont des masses négligeables devant les autres masses du dispositif. Ceci était dans le tableau à remplir. En utilisant donc la formule nous donnant VI, nous obtenons le tableau suivant. Il est à noter que la valeur V1 de la vitesse ne peut pas être trouvée, ni la dernière valeur de la vitesse, étant donné que nous utilisons les différences centrées. C'est-à-dire que pour avoir la valeur de la vitesse à G1, je vais trouver le point de coordonnée X3 moins le point de coordonnée X1. Très bien. Donc, nous trouvons donc V2 égale à X3 moins X1 sur 2 fois 0,02 qui nous donne 4,49 à 10 puissance moins 5 mètres par seconde. Et c'est exactement ce que nous allons faire pour toutes les autres valeurs. Et en complétant le tableau, nous avons donc les différentes valeurs des vitesses. 3,125, 3,225, 3,325, 3,450, 3,550, 3,675, 3,800, 3,900. Le tracé de la courbe nous donne donc ce que vous avez devant vous à l'écran. Très bien. Pour la valeur de la vitesse initiale, nous allons simplement projeter notre courbe sur
l'axe des ordonnées, à savoir que la vitesse initiale n'est rien que l'ordonnée, ne vaut rien de plus que l'ordonnée à l'origine. Et cette valeur que nous trouvons en projetant vaut 3 mètres par seconde moins l'accélération. Pour trouver l'accélération, il s'agit simplement de trouver la pente de la droite. Cette pente nous donne A égale à d sur dt. En faisant un calcul adéquat ou comprenable, nous trouvons A égale à 5,625 mètres par seconde. Les valeurs de l'accélération comprises entre 4,8 et 5,7 étaient aussi tolérées pendant les corrections et les valeurs de la vitesse comprises entre 2,9 et 3,1 est également tolérée. C'est-à-dire que pour celui qui trouvait des valeurs comprises entre ces intervalles, la totalité des points lui était attribuée. Maintenant, par rapport à la masse d'entraînement, en faisant notre figure que vous observez, et en utilisant le terme du centre d'inertie par rapport à la première masse, nous avons donc P plus R plus T1 égale la masse par accélération 1. Par projection suivant un axe horizontal orienté dans le centre de T1, nous trouvons que T1 égale à M à 1. Et la masse d'entraînement subit également deux forces, son poids P2 et la tension T2 du fil. Par application du terme du centre d'inertie, nous trouvons P2 plus T2 égale la masse par accélération 2. Et par projection de cette relation suivant un axe orienté vers le bas, on a P2 moins T2 égale à M à 2, ou T2 égale à M facteur de G moins A2. Comme la poulie a une masse négligeable et le fil inextensible, T égale à T1 et A égale à A2 égale à A, d'où M égale à grand M A fois A, accélération divisée par G moins A. L'application numérique nous donne également 785 grammes. Voilà donc, chers apprenants, votre corrigé de physique concernant l'examen baccalauréat série D. Merci.